Donc aujourd'hui, le premier cours en module d'hématologie, on va entamer directement les anémies carentielles. C'est quoi les anémies? La définition des anémies. Oui. C'est la diminution de transportation d'oxygène dans le corps. Autre définition? Non. Oui. Oui. C'est la diminution de taux d'hémoglobine Inférieure à la valeur normale par rapport à la physiologie, c'est-à-dire la physiologie, le sexe et l'âge et le terrain. Chaque sexe, il a des chiffres d'hémoglobine physiologiques. Par exemple, l'homme, c'est pas comme la femme enceinte, le nouveau-né. Chaque fois, on interprète l'hémogramme en fonction des chiffres physiologiques. Le terme carentiel. Non. Carentiel. Autre définition? Non. Le terme carentiel. Justement, بزاف الناس اللي يحسبوا les anémies carentielles, c'est la nutrition. L'anémie carentielle, c'est-à-dire carence de l'un des facteurs nécessaires à l'érythropoïèse. Comme un carence, c'est-à-dire c'est pas les apports seulement. Par exemple, malade a une perte physiologique exagérée, c'est une carence. D'accord? On va voir le métabolisme de tous les constituants nécessaires à l'érythropoïèse. Donc, les anémies carentielles, elles se définissent par généralité. L'anémie, c'est la diminution de taux d'hémoglobine. La définition de l'anémie est purement biologique. Cliniquement, la définition de l'anémie cliniquement, c'est une maladie anémique. La pâleur est anémiqueuse. La clinique, c'est la pâleur. La biologie, c'est l'anémie. Donc, c'est la diminution de taux d'hémoglobine par rapport à les valeurs physiologiques. Elle est inférieure à 13 grammes par décilitre chez l'homme, inférieure à 12 grammes par décilitre chez la femme. Carentielle, c'est-à-dire déficit en facteurs exogènes. Les facteurs exogènes indispensables à l'érythropoïèse. Les exogènes soient ramenés par l'alimentation ou bien des médicaments. D'accord? Indispensable à l'érythropoïèse. Où je mets à l'érythropoïèse? C'est le processus de formation des globules rouges. Donc, ces facteurs exogènes sont le fer et la vitamine B12, la vitamine B9 en première position. Il y a aussi d'autres facteurs exogènes nécessaires à l'érythropoïèse. La carence en fer et en B9, c'est-à-dire la vitamine B9, sont les plus fréquentes dans les pays en voie de développement. D'accord? Allez, c'est la définition des anémies carentielles. Donc, le premier type d'anémie, c'est l'anémie fériprive. On dit l'anémie fériprive, ou bien l'anémie sidéropénique, ou bien l'anémie martiale, c'est la même terminologie. D'accord? L'anémie fériprive, l'anémie sidéropénique, ou bien l'anémie martiale. Non. La microcytose, c'est un indice érythrocytaire. L'anémie fériprive, c'est une anémie par carence en fer. Point. D'accord? Donc, la définition, l'anémie fériprive est une anémie par carence en fer, en rapport avec diminution de fer indisponible à l'hémoglobinosynthèse, due à l'épuisement des réserves. Donc, l'anémie fériprive, c'est une anémie par carence en fer. Ce fer est nécessaire à l'hémoglobinosynthèse. C'est une anémie hypochrome. Je vais mettre hypochrome. Non, le taux d'hémoglobine, c'est la définition de l'anémie. Le terme hypochrome. Microcytaire. Arogénératif. Donc, hypochrome, c'est la concentration corpusculaire de l'hémoglobine dans le globule rouge. Microcytaire, c'est la taille des globules rouges qui est diminuée. Arogénératif, c'est-à-dire elle est d'origine centrale. D'accord? C'est une anémie hypochrome, microcytaire, arogénératif. Épidémiologie, plus d'un demi-milliard d'individus dans le monde ont une carence martiale plus ou moins prononcée. Dans les pays en voie de développement secondaire à la malnutrition, elle frappe 30% de la population. Donc, dans les pays en voie de développement, c'est la malnutrition qui cause l'anémie fériprive en première position. Dans les pays riches, c'est les hémorragies, surtout digestives et génitales chez la femme en activité génitale. Par exemple, en Algérie, 25% de l'ensemble de la population, elle se plaint d'une anémie fériprive. Elle est plus fréquente chez la femme avant la ménopause et le nourrisson entre 6
et 20 mois. D'accord? Donc, l'anémie ferriprive dans les pays en voie de développement, c'est un manque d'apport. Dans les pays développés, c'est les hémorragies surtout digestives et génitales. En Algérie, surtout, elle est fréquente chez la femme avant la ménopause due au saignement génital et le nourrisson entre 6 et 20 mois. Pourquoi 6-20 mois? Puisque dès la naissance, le nourrisson, c'est-à-dire il utilise le fer apporté par la maman. Après 6 mois, s'il n'a pas de réserve, il va faire une anémie ferriprive à cause de l'alimentation lactée exclusive. D'accord? Donc, la physiologie du métabolisme en fer. Donc, le fer est un métal noble. L'organisme humain contient 4 à 5 grammes de fer. Ce fer, il se répartit en 3 compartiments. Le fer héminique, c'est-à-dire retrouvé dans l'hémoglobine, 75%, c'est le fer fonctionnel. On a le fer non héminique, c'est-à-dire de réserve, 25%, dans la moelle osseuse, le foie et la rate. Et on a le fer de transport, 1%, c'est le fer qui existe dans le plasma. Donc, le fer dans le corps humain, il se répartit en 3 compartiments essentiels. Le fer fonctionnel, c'est-à-dire le fer existe dans les globules rouges, son rôle c'est fonctionnel, de transporter l'oxygène. Et on a un fer de réserve, c'est le réserve surtout dans la moelle osseuse, le foie et la rate. Et on a un fer de transport, c'est lui qui va faire l'échange entre le secteur fonctionnel et le secteur de réserve. D'accord? Le fer de transport, par exemple, on a un manque dans l'hémoglobine fonctionnelle. Le fer de transport, il va ramener le fer des réserves, il va l'amener vers le fer fonctionnel. D'accord ou non? Donc, le métabolisme de fer se fait en vase clos, c'est-à-dire un cercle fermé. L'équilibre physiologique entre les apports et les pertes. Donc, les apports en fer, plusieurs aliments, les légumes secs, les épinards, la viande rouge, les chauds. Les apports, c'est-à-dire apportés par l'alimentation, sont les légumes secs, les épinards, la viande rouge et les chauds. Les besoins variables selon l'âge et le sexe et l'activité génitale. 1 mg chez l'homme, 3-6 mg chez la femme enceinte, 2 mg chez la femme non ménopausée. Donc, les besoins en fer sont variables selon le sexe et l'âge et le terrain. D'accord? L'absorption du fer, elle est intestinale, surtout duodénum, au niveau du duodénum. Le transport de fer dans le plasma se fait grâce à une protéine qui s'appelle la transférine. La réserve en fer, on a 2 protéines nécessaires aux réserves de fer, c'est forme de ferritine et l'hémosidérine. Les pertes sont minimes, 1 mg, soit fécal ou bien urinaire. C'est-à-dire le cercle, c'est un sujet physiologiquement normal. Il faut apporter les millions de ce cercle pour comprendre les étiologies de la carence en fer. C'est-à-dire les apports, il faut apporter le fer suffisamment. Il faut les besoins, c'est-à-dire les apports, il faut couvrir les besoins de ce patient. Et l'absorption, elle doit être correctement faite. Et les réserves, exactement, doivent être faites correctement. Et les pertes sont minimes. D'accord? Les sources alimentaires du fer, une image des aliments riches en fer. C'est le métabolisme de fer en cercle fermé dans l'organisme. Donc, on a le fer alimentaire, l'absorption au niveau intestinal, l'absorption duodénale 1-2 mg par jour. Ensuite, après l'absorption, la protéine de transport, c'est la transférine plasmatique. Elle va le prendre vers les tissus d'utilisation dans marron, c'est-à-dire la moelle osseuse, les réactions enzymatiques et les muscles. Ensuite, après l'hémolyse des globules rouges, dans le système réticulo-endothélial, la transférine, elle va récupérer le fer, elle va l'apporter vers les réserves. D'accord? C'est un cercle fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fer dans la nature. Soit il est réservé, soit il est fonctionnel, soit on a des pertes de 1 à 2 mg par jour. D'accord? La physiopathologie de la mécanisme de la carence en fer. Donc, on a les apports, les besoins, la réserve et les pertes.
et l'absorption. Chaque maillon, s'il est perturbé, on va avoir une carence en fer. L'augmentation des pertes, c'est le mécanisme le plus fréquent. Il s'agit le plus souvent d'hémorragie peu abondante et répétée de siège principalement génital chez la femme et digestif chez l'homme. Le premier mécanisme de la carence en fer, c'est l'augmentation des pertes. On a dit que les pertes sont faibles. Dès qu'on a une augmentation des pertes par un syndrome hémorragique, ce cercle va être perturbé. D'accord? Le deuxième mécanisme, c'est la diminution des apports, surtout le régime lactique exclusif, puisque les produits alimentaires sont pas riches en fer. Le troisième maillon qui peut être perturbé, c'est l'augmentation des besoins. Par exemple, le cas de la femme enceinte, allaitante, ou bien la croissance chez le nourrisson, ou bien l'adolescent. Le quatrième maillon qui peut être perturbé, c'est la malabsorption digestive du fer. Et le cinquième mécanisme, le trouble de transport de fer exceptionnel, c'est la transthyrénémie congénitale. Donc, c'est les mécanismes de la carence en fer. Soit augmentation des pertes, c'est le mécanisme le plus fréquent, soit diminution des apports, soit augmentation des besoins par rapport aux apports, soit la malabsorption digestive, soit le trouble de transport du fer. Pourquoi la physiopathologie de la mécanisme? Ensuite, dans le diagnostic étiologique, sur les apports, les pertes excessives, la malabsorption et l'augmentation des besoins. D'accord? Donc, ces mécanismes vont faire une carence en fer. Donc, la carence partielle va entraîner une diminution de la concentration du globule rouge en hémoglobine. C'est la définition de l'hypochromie. Donc, cette hypochromie va entraîner un retard dans le signal d'arrêt des mitoses. Le globule rouge de petite taille, c'est la microcytose. Le fer agit exactement sur les tissus à renouvellement rapide. La peau, les cheveux, les muqueuses, les signes extra-hématologiques de la carence en fer. Donc, la physiopathologie de la carence en fer, on a des manifestations hématologiques, c'est l'anémie, et des manifestations extra-hématologiques, c'est les tissus à renouvellement rapide, surtout la peau, et les cheveux et les muqueuses. Ceci explique les signes cliniques de la carence en fer. Donc, le tableau clinique, il va regrouper deux groupements syndromiques. C'est le syndrome anémique, c'est la manifestation hématologique. Généralement, le syndrome anémique d'installation progressive, on a les signes fonctionnels, c'est l'asthénie, c'est-à-dire signes fonctionnels. Je vais mettre un signe fonctionnel. On a l'asthénie, les céphalées, les vertiges, la dyspnée selon les stades de la dyspnée de repos jusqu'à dyspnée au moindre effort. Les signes physiques, c'est-à-dire le médecin va constater la pâleur, il va constater la tachycardie. D'accord? On a un syndrome anémique et on a les manifestations extra-hématologiques de la carence en fer. C'est les signes de sidéropénie. On a des tissus à renouvellement rapide, c'est-à-dire les muqueuses, les phanaires et digestifs. On a fragilité des phanaires, c'est des ongles cassants concaves, c'est la définition de Kawanishi, et les cheveux secs et cassants, peau sèche avec perlèche commissurale, œsophagite et gastrite et glossite. On a troisième signe clinique, c'est l'anomalie du comportement alimentaire, c'est le syndrome de Pica. Le syndrome de Pica, c'est-à-dire ingestion de produits donnés de valeur nutritive, c'est-à-dire la géophagie, donc les signes de sidéropénie, c'est-à-dire une anémie périphérique, d'accord? Il faut traiter l'anémie parce qu'il y a l'anomalie du comportement alimentaire. Donc, le tableau clinique fait trois entités principales. Le syndrome anémique, c'est-à-dire l'installation progressive, les signes fonctionnels avec les signes physiques. Les signes de sidéropénie, surtout sur la peau et les phanaires, la fragilité des phanaires. On a des ongles cassants et concaves, les cheveux secs et cassants, une peau sèche, perlèche commissale. On a des signes digestifs, c'est l'œsophagite et la gastrite et la glossite. On a les anomalies du comportement alimentaire, c'est la définition du syndrome de Pica. Image d'une Kawanishi, l'angle avec l'imhi, avec image d'une perlèche. D'accord? C'est les signes de sidéropénie. Alors, les signes de sidéropénie. وكاين لا بالور نلقاوها في لو لي انغيار شفتوه ليه Donc, cliniquement, on a un syndrome anémique, les signes de sidéropénie, on va entamer la biologie.
Donc, la biologie, on a formule numération sanguine et le frottis sanguin. C'est la définition de l'hémogramme. C'est la définition de l'hémogramme. C'est la formule numération sanguine plus un frottis sanguin. On a la étude quantitative, la deuxième étude qualitative, d'accord, morphologique. Donc, à la formule numération sanguine, on va trouver une anémie de degré variable, entre 4 à 10 grammes par décilitre. On a dit une anémie microcytaire, c'est-à-dire le VGM inférieur à 80 femtolitres. Hypochrome, c'est-à-dire le CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieure à 32%. A régénératif, c'est-à-dire le taux de réticulocytes inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. On trouve une thrombocytose. Je fais la thrombocytose. Le taux de plaquettes réactionnelles. Au frottis sanguin, c'est-à-dire l'étude morphologique, on va trouver une anisocytose, la microcytose, l'hypochromie, la poikilocytose et les cellules cibles annulocytes. Donc on va voir les images. باش تعرفوا نمشيو مع هذا. Microcytose, c'est-à-dire du globule rouge de taille petite. Hypochromie, c'est la concentration de l'hémoglobine dans le globule rouge. Généralement, un globule rouge, une zone rose avec un centre pas clair. Dit l'augmentation de le centre clair avec l'hypochromie, c'est-à-dire qu'il dit c'est la définition de l'hypochromie. Poikilocyte, c'est-à-dire des cellules des globules rouges en poire. Poikilocyte, des globules rouges en poire. Des cellules cibles qui m'a la cible avec les flèches. Tu as un centre, tu as la périphérie rose, un centre clair, on peut une zone rose au milieu. Annulocyte, c'est-à-dire globule rouge presque au nano, c'est-à-dire avec le centre clair, il a pris toute la surface du globule rouge. Oui. Non, thrombocytose. C'est réactionnel. C'est-à-dire qu'on a un problème central de la moelle. La moelle, elle va régénérer. Parce qu'elle a une anémie. D'accord. Le taux de plaquettes, il va être augmenté. Normalement, il y a une thrombocytose réactionnelle. Parfois, les globules blancs sont normaux. Parfois, il y a hyperleucocytose réactionnelle à la régénération médulaire. C'est-à-dire le corps en carence. Il va demander à la moelle de synthétiser. C'est pour ça qu'il y a une augmentation des plaquettes en même temps que l'augmentation de la ligne rouge. D'accord ou non? Donc, il y a des annulocytes. Elle est la définition d'une annulocyte. D'accord? L'anneau clair là presque souligne un nano. Donc, il y a des cellules en poire. Donc, le tableau clinique, il fait d'une palocutanio-muqueuse, des signes de sidéropénie. Biologiquement, on va demander une FNS. On va trouver une anémie hypochrome microcytaire arogénérative. On va vérifier au frottis sanguin les anomalies des globules rouges, la microcytose surtout et l'hypochromie. Toujours, on est en suspicion. On n'a pas encore confirmé le diagnostic. D'accord? Le tableau clinique avec l'FNS, c'est toujours en suspicion. On a un syndrome anémique, les signes de sidéropénie. Anémie hypochrome microcytaire arogénératif. Donc, on va confirmer la carence en fer. مازلنا نهضروا على l'anémie, مازال ما حكيناش على la carence en fer. D'accord? La forme l'hémogramme, مازلنا نهضروا على l'anémie. Donc, pour confirmer la carence en fer, on a 3 bilans à faire. Soit on va demander le fer sérique avec la TBC, c'est la capacité de fixation de la transférée. La transférée, c'est la protéine plasmatique qui transporte le fer. Et on va calculer le coefficient de saturation. CS, c'est-à-dire le coefficient de saturation. C'est le rapport entre le fer sérique et la TBC. D'accord? Et dès qu'il a ce rapport inférieur à 16%, on va confirmer la carence en fer. فهمتوا ولا؟ حنا مازلنا في l'annémie. J'ai un malade en consultation. Il a un syndrome anémique. Les signes de sidéropénie. شكينا فيها anémie féripril. أول bilan اللي ساهم demander formule. واش نلقاو؟ anémie hypochrome microcytaire. مازلنا في l'annémie. Donc حنكونفيرميو féripril. كيفاش حنكونفيرميوها؟ Soit on va demander le dosage du fer sérique dans le plasma.
et la capacité de fixation de la protéine transportrice. Et on va calculer le coefficient de saturation. Il est guinéen le coefficient de saturation inférieur à 16%. On a confirmé la carence en fer. Allez, la première méthode. D'accord. Demandez de faire série, coefficient de saturation. Qui dit comme inférieur à 16%, c'est-à-dire le médecin il a confirmé la carence en fer. La deuxième méthode, on va demander le dosage de la ferritinémie. La ferritinémie, c'est la molécule de réserve. C'est-à-dire qu'il y a la réserve effondrée, c'est-à-dire le fer le corps. Sinon, la réserve elle est normale. Elle est inférieure à 12 nanogrammes par litre. Avec le deuxième examen. Le troisième examen, c'est le test thérapeutique. Aussi, le test thérapeutique. On donne le fer à dose thérapeutique. On va vérifier la crise réticulocytaire le 7e jour. Et la correction de la moitié de l'hémoglobine à 21 jours. Et la correction de l'anémie à 2 mois. C'est-à-dire, on a confirmé l'anémie, donc on va confirmer la carence en fer. Soit demander le bilan l'eau, soit ثاني soit fer. ما نديروهمش مع بعضهم. فهمتوني ولا؟ Soit تمدوا le fer serré, pour le coefficient de saturation. Il faut confirmer l'anémie qu'on fait vous traiter. Vous la demandez la ferritinémie qui est basse. On a confirmé la carence en fer. On va traiter. Soit je ne demande pas les examens biologiques, je donne directement le fer au malade. On laisse l'évolution dans les jours suivants. Alors la crise réticulocytaire, l'anémie elle est arogénérative. C'est-à-dire par exemple le taux de réticulocytaire il est 50,000. Après 7 jours, نعاود المرض هذا اللي عطيتو له الفار لازم نلقاوها طلعت. هذه هي لا كريز ريتيكولوسيتير. نقول لو تيست تاعي il est positif. J'ai confirmé la carence en fer. Soit تعاودوا la crise réticulocytaire à J7, soit تعاودوا un taux d'hémoglobine à J21 تلقاو au moins la moitié تاع l'hémoglobine اللي était corrigée. Soit تسناو à 2 mois تعاودوا FNS تلقاو l'anémie elle était corrigée. D'accord. بهذا les tests on a confirmé l'anémie par carence en fer. On a posé le diagnostic. D'accord ou non? C'est أول حاجة نكونفيرميو l'anémie بلي المرض عنده une anémie. La deuxième chose, confirmer la carence en fer. Par les 3 méthodes, ما نديروهمش مع بعضهم. D'accord, soit الأولى, soit الثانية, soit الثالثة. Généralement en pratique, نديرو le test thérapeutique. باش ما يوليش المرض J7 ولا. Surtout par manque de moyens. Il y a les moyens, on va donner le test thérapeutique. Je fais le malade à J21. Si le taux d'hémoglobine a corrigé la moitié, donc c'est une carence en fer. Je continue le traitement. D'accord? Donc le diagnostic différentiel de la microcytose. Mejdout anémie hypochromicrocytaire, c'est une anémie ferriprive. Allez là, tu anémie hypochromicrocytaire, mais nicht anémie ferriprive. L'anémie ferriprive, حاجة والميكروسيتير hypochrome c'est la FNAS. Qui vous confirme très vite la biologie, mais qu'on a expliqué عليها. Le diagnostic différentiel de la microcytose, on a la carence martiale, هذه اللي كنا نحكيو عليها. يخلي l'hémoglobine diminue, le VGM microcytose, le fer serré نلقاوه bas, la capacité totale de fixation de la transférée نلقاوها طالعة, et le coefficient de saturation نلقاوه inférieur à 16%, la ferritinémie نلقاوها basse. هذا باش نديرو le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel entre la carence martiale et le trait thalassémique et l'anémie inflammatoire, c'est la biologie. D'accord? هذا يجيك المرض عنده syndrome anémique, عنده les signes de sidéropénie, ندير ferritinémie نلقاها normal, ماهيش carence en fer. D'accord? C'est une anémie hypochrome microcytaire. La microcytose وين نلقاوها le trait thalassémique. راكم غدوة تقراو les anémies congénitales تعرفوا شنو le trait thalassémique. L'anémie inflammatoire, c'est-à-dire les maladies comme les cancers, les maladies auto-immunes, l'anémie تاعهم دايما hypochrome microcytaire, بصح ماهيش carentielle. D'accord ou non? كيفاش نديرو la différence? Par exemple, ندوزيو la ferritinémie. La carence en fer نلقاوها هابطة, l'anémie inflammatoire نلقاوها élevée, c'est-à-dire les réserves تاعنا كاينين même élevées. Donc c'est une anémie inflammatoire. D'accord? Des questions? La capacité totale de fixation de la transférine. C'est une protéine transporteuse du fer. Il y a une capacité de fixation. Si tu prends carence en fer, le corps il va demander le fer. La capacité le fer en plus. Il y a par exemple chez un sujet normal un tiers suffisant.
un tiers de la fixation suffisant. La protéine, elle va transporter le fer entre les réserves et le compartiment fonctionnel. Qui goûte le compartiment fonctionnel, mais le fer, elle va capter en plus. C'est pour ça la capacité de cela. D'accord ou là, non? D'autres questions? Oui. Le fer sérique, c'est la carence martiale de l'anémie inflammatoire. تلقاها وش ولا يدير لا ديفيرونس سي لو كوفيسيون دو ساتوراسيون داكور شوف لا تي بي سي اللي طالعه نلقاوها هابطه كي تحسبوا لو كوفيسيون دو ساتوراسيون لا كارونس اون فير تلقاو هابط لانيمي انفلاماتوار تلقاو نورمال نورمال ايفري coefficient de saturation puisqu'il est la capacité totale de la fixation le rapport fer sérique sur la capacité est là d'accord. Quand je vérifie l'image, je n'avais pas touché sur la fin. C'est-à-dire, j'ai comme malade, un syndrome anémique, les signes de sidéropénie, qui n'a fait un anémie fériprée. Laisse confirmer le diagnostic. Soit demander le fer sérique, la TBC, le coefficient de saturation, soit demander la ferritinémie, soit demander le test thérapeutique. Donc, quand il y a la ferritinémie, le coefficient de saturation, c'est une carence en fer. Le guinard normal ou la ferritinémie élevée ou le coefficient normal, c'est une anémie inflammatoire. D'accord ou non? C'est-à-dire, le tableau clinique, la confirmation, c'est biologique. D'accord ou non? Mais toute anémie hypochromicrocytaire, c'est une anémie fériprée. Donc, les étiologies de la carence martiale. Le maillon avec la carence d'apport, les besoins, les pertes. Donc, les étiologies de la carence martiale, carence d'apport. C'est la malnutrition, le régime lactique exclusif, les besoins augmentés. Par exemple, le nourrisson, les grossesses, allaitement. C'est pour ça que les femmes enceintes allaitantes, elles doivent le faire dès le premier trimestre, par augmentation des besoins. C'est-à-dire les apports alimentaires ne sont pas suffisants. C'est pour ça que dès la carence, on le fait. D'accord? La malabsorption, on a beaucoup plus l'absorption du fer, c'est duodénal. Par exemple, la gastrectomie. Les maladies de gastrectomie ont un problème de malabsorption. C'est-à-dire يقول كي يجي عندك كيقول لك انا ناكل مليح ناكل ماكله مليح بصح عندي دائما لانيمي. حنا كي نسقسيو لي زونتيسيدون نلقاو عنده انتيسيدون دو malabsorption. C'est-à-dire il mange bien, تعطيلو le faire traitement. Le malade ne répond pas. Elle a un problème d'absorption. C'est la gastrectomie, la maladie cœliaque, la gastrite à Helicobacter pylori, les diarrhées chroniques et les buveurs de thé. C'est pour ça que le thé va te sur le mec là. Et dire défaut d'absorption du fer. D'accord? Donc, on a un manque d'apport, on a soit la malabsorption. Et le troisième mécanisme, 70% des étiologies de la carence en fer, c'est les pertes. D'accord? Les pertes sont fer chez un sujet normal. Dès qu'on a une augmentation des pertes, le malade va faire une carence en fer. C'est-à-dire, normalement, le fer qui trouve le cercle, le malade va le perdre. D'accord? Les pertes excessives par saignement chronique dans 70% des cas, surtout digestifs, l'œsophagite, l'ulcère, les cancers et les hémorroïdes. دائما اول سؤال تسقسيوه للمرض باش ما عندك ان سينيومون اكستériorisé. D'accord? يجيك pour anémie fériprite, le diagnostic étiologique. انا نحكوا على les étiologies. Est-ce qu'il y a un antécédent d'ulcère? Est-ce qu'il y a un cancer traité ou là en train de traiter? Est-ce qu'il y a des hémorroïdes saignantes ou là non? Gynécologique surtout chez la femme, des fibromes, les cancers, les ménométrorragies et les femmes sous-stérilées. D'accord? Alors, l'interrogatoire te posait au malade l'étiologie de la carence en fer. Autre, on a l'hématurie, les prélèvements répétés et les malades hémodialysés. C'est-à-dire, vous avez posé le diagnostic, vous avez l'étiologie. Alors, vous avez l'étiologie. Il est mettre qui touche l'étiologie. Attendez le fer là, puisque l'étiologie, elle est toujours là. Et là, quand vous le fer féroce, ou عنده un saignement digestif, il ne va pas corriger. Parce que toujours on a les pertes excessives. Donc يجي كل malade أول حاجة تسقسيوه عنده régime alimentaire. نشوفوا les apports suffisants ولا non. نشوفوا le terrain. Parce que c'est une femme enceinte ou la allaitante, c'est-à-dire les besoins sont accrus. C'est-à-dire l'alimentation ما تكفيش وحدها. Troisième chose, نحوسوا على la malabsorption. malade عنده maladie cœliaque مستحيل يكوريجي. même تعطيلو le fer médicaments, puisqu'il y a des problèmes de malabsorption.
نحوسوا كش ما يكون دي زونتيسيدون شيرورجيكو داكور دي دياري كرونيك كش ما كان دي زاليمون نقولهم دي زاليمون كيلاتور دو فير سيتادير المالاد ياكل حوايج مع l'alimentation c'est pour ça عنده mal absorption نقولهم لي كيلاتور دو فير سيتادير تفيكساو مع لو فير ما يخليوش l'absorption digestive. Quatrième étiologie تحوسوا على les pertes excessives surtout digestif chez l'homme et gynécologique chez la femme. D'accord, le diagnostic étiologique. Donc l'anémie fériprile elle est simple. Le diagnostic étiologique il peut cacher un cancer. C'est pour ça que la maladie anémie fériprile c'est les apports de garde normale, mais des problèmes de malabsorption. Même les pertes extériorisées ما كانش. Demandez systématiquement fibroscopie digestive haute. D'accord, à la recherche d'un saignement chronique, c'est-à-dire occulte le malade ما يشوفوش. D'accord ou là non? Donc l'anémie fériprile il faut traiter l'étiologie. Mais le médicament, l'étiologie elle est là. D'accord. Par exemple les nourrissons. Avec l'alimentation lactée exclusive, l'enfant a 2 ans, mais il va faire la diversification. L'intérêt de la diversification. Si la maman, l'enfant il était diversifié ou là non. D'accord. C'est pour ça que de la carence on fait. Mais il faut changer la chose. D'accord ou là non. Donc on va traiter. On a posé le diagnostic. On va traiter le traitement. On a le but de traitement. Le premier but, de corriger l'anémie, donc le confort du malade. Le deuxième but, restaurer les réserves. Là, on va restaurer les réserves. لازم نديروا les réserves. Chaque fois, il y a un manque de fer. C'est-à-dire le site fonctionnel, il va demander, mais راح يجيب les réserves. Et traiter surtout l'étiologie. Donc, le traitement, c'est la supplémentation en fer. On a les formes orales et on a les formes parentérales. Les formes orales, c'est le cerférosoluble perros, 200 mg par jour chez l'adulte et l'enfant 5 mg kg au jour. L'enfant, généralement, sont des sirop. Les effets secondaires du traitement perros, c'est l'intolérance digestive et la coloration noirâtre du sel. هذو لازم تفهموهم المرض باش une fois يشوف لي سال نوار ما يخلعش يحسب هو saignement. C'est la coloration du sel de fer. D'accord. La durée du traitement elle est 6 mois. Le traitement par le fer c'est 6 mois. 2 mois pour corriger l'anémie et 4 mois pour les réserves. D'accord. C'est-à-dire يشرب المرض le fer, vous verrez si la durée. يشرب 6 mois ou non. على واه المرض dit que il corrige l'anémie يحبس le traitement. C'est faux. على واه les réserves تاعو sont vides. 1 mois ou 2 mois, il y a une anémie. D'accord. Il faut corriger les réserves. Les formes parentérales, IAM ou l'AIV, en cas de mal-absorption. On a l'absorption, même par le fer, ferros, malade toujours en carence. La substitution systématique chez les femmes enceintes et allaitantes, puisqu'on a un croisement des besoins. L'alimentation, d'accord ou non? Vous avez des questions? Des questions sur le traitement. Le traitement en première intention. Deuxième intention, il faut traiter l'étiologie. Par exemple, une femme jette comme 6 grammes d'hémoglobine, on corrige l'anémie, on va faire un gynécologue, elle va faire un traitement chirurgical de la fibrome, de l'aminométrorragie. Sinon, elle va toujours être anémique, puisqu'on n'a pas corrigé l'étiologie. هذا le fer injectable, هذا le fer perros. Le fer injectable, utilisation hospitalière exclusive. ما كانش le fer injectable. نديروه en milieu hospitalier. Le fer perros, هذا هو le plus connu في الجزائر, c'est le Fumafer. D'accord. كي نقول milieu hospitalier, ماشي تكون hospitalisation. Par exemple, les G sous surveillance des médecins. نديرو par exemple le Venofer, انا نديرو في le service. يجيك المالاد, يحسبوا la carence en fer, j'ai le malade par exemple 1 jour sur 2. On dirait une dose test. Après 48 heures, on dit de l'eau. Si on est milieu hospitalier, c'est-à-dire sous surveillance. Mais ce qui va le faire quand on le cheveu avec la sous surveillance. Par exemple, j'ai des doses test. Le fer injectable, généralement, le dos, la malabsorption. Les femmes en voie d'accouchement, ce qui corrige rapidement l'anémie et les réserves. Chirurgie urgente, d'accord. Pour la malabsorption, on a donné les 3 indications du fer injectable. Donc, le fer perros, on a des effets secondaires. Par exemple, pour traiter l'anémie, j'ai que malade. Et vous, je n'ai pas corrigé l'anémie. Là, nous pour l'observance du traitement. Puisque dès que les effets digestifs, le malade il va arrêter
le traitement. Elle est à surveiller dans le traitement. Donc, la surveillance de traitement, on a la crise réticulocytaire entre le 7e et le 14e jour. Elle est généralement dans la pratique, la correction de la moitié de la carence en hémoglobine en 21 jours, c'est-à-dire je vois le malade en consultation, on fait le traitement à J21 qui formule J. Je fais le taux d'hémoglobine, s'il a corrigé la moitié, donc on est le bon chemin. La correction de l'anémie à 2 mois, le malade il va corriger l'anémie, c'est-à-dire qu'il a corrigé, c'est-à-dire l'hémoglobine dans la valeur physiologique. Les réserves, la ferritinémie, à 6 mois, il y a la ferritinémie normale. D'accord ou non? Laquelle toujours la ferritinémie n'est pas corrigée, لازم نزيدو le faire jusqu'à la correction des réserves. Vous avez des questions là? هذه la carence en fer. Donc نشوفوا les anémies mégaloblastiques. Les anémies mégaloblastiques, c'est la carence en facteur antipernicieux. C'est la vitamine B12 et la vitamine B9. واش نقصدوا بها mégaloblastique؟ كاينه ماكروسيتوز وكاينه لا ميغالوبلاستوز. شنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ هما يقولوا لي زاني ميغالوبلاستيك، نهضر على لو تيرم ميغالوبلاستيك. وشنو الفرق بين ماكروسيتوز وميغالوبلاستيك؟ La macrocytose, la formule, la périphérique, d'accord, qui compte le BGM supérieur à 100 pentolitres. C'est une anémie macrocytaire. بس كي نحكيو على ميغالوبلاستوز سي لو ميديلوغرام سي سنترال. فهمتوا ولا؟ بزاف ما يفرقوش بين انيمي ماكروcytaire و ميغالوبلاستيك. D'accord. La macrocytose, la périphérie, sur le son périphérique, c'est-à-dire la formule. La mégaloblastose, le médulogramme, qui est la moelle, نقولوا mégaloblastique. ما نقولوش la mégaloblastose في la FNS. D'accord ou là non? La FNS نقولوا macrocytose. La mégaloblastose, c'est-à-dire on a fait le médulogramme, on a les éléments de la moelle, c'est-à-dire les progéniteurs. D'accord ou là non? La mégaloblastose, c'est central. ما نقولوش anémie mégaloblastique sur la formule. نقولوا anémie macrocytaire. Donc, l'anémie mégaloblastique, c'est l'anémie diminution de taux d'hémoglobine dans l'organisme, toujours interprétée en fonction du terrain, l'âge et le sexe. La macrocytose, c'est le BJM supérieur à 100 femtolitres, c'est la définition de la macrocytose, c'est-à-dire la formule. Anémie mégaloblastique, c'est une anémie macrocytaire liée à la présence des rétroblastes de grande taille appelés mégaloblastes. Les érythroblastes, c'est-à-dire le médulogramme. D'accord. شوف كاينه ايماج دو ها هي كي هذه سي لي ريتروبوفاز معايا ولا هذيك هادو لي جوسكا غلوبيل روج اللي نلقاوها في لو سون بيريفيريك لو ريست نلقاوهم كل في لاموال. داكور. برو اريتروبلاست بازوفيل اريتروبلاست بوليكروماتوفيل اريتروبلاست ازيدوفيل ريتيكولوسيت هادو كل نلقاوهم في لاموال. لا سول سيلول ماتور اللي تخرج في لو سون هي غلوبيل روج. كي نقول لكم لا ميغالوبلاستوز نحكي على لي لين اللي راهم في لا موال. داكور. هذه لين اللي نلقاهم دو غروند تاي نقول لهم ميغالوبلاست. كي نقول لكم ميغالوبلاست قادره تكون لا برو اريتروبلاست هي اللي كبيره، قادره تكون اريتروبلاست بازوفيل هي اللي كبيره، اريتروبلاست بوليكروماتوفيل هي اللي اوغمونتي دو تاي، ولا اريتروبلاست اسيدوفيل هي اللي اوغمونتي دو تاي. اللي لقاوها اوغمونتي تاي نقولوا كاينه ميغالوبلاستوز دون لا موال. داكور ولا نو؟ Donc, anémie mégaloblastique, c'est une anémie macrocytaire, c'est-à-dire le globule rouge plus le sang périphérique sont macrocytaires de grande taille, liés à la présence d'érythroblastes de grande taille, appelés mégaloblastes. D'accord. La principale cause est le déficit en vitamine B12 et l'acide folique, selon les facteurs antipernicieux. Donc, l'anémie par carence en fer, en B9 et B12, c'est une anémie macrocytaire mégaloblastique. D'accord. C'est une anémie macrocytaire la PNS, mégaloblastique la moelle. D'accord ou là non? وقد يعطيكم في الكيسيام انيمي ميغالوبلاستيك c'est-à-dire غادي يحكي على لا موال ما يحكيش على لا فاناس نقولوا ماكروسيتير لا موال نقولوا ميغالوبلاستيك. دونك لا carence en B12 B9 c'est une anémie macrocytaire mégaloblastique.
Donc, l'érythropoïèse, elle fait 5 jours. Donc, les précurseurs dans la moelle, seulement le globule rouge mature qui gonfle le sang périphérique. Donc, le type de description, c'est la carence en facteurs antipernicieux. On va voir le métabolisme de la vitamine B12 et le métabolisme de la vitamine B9. Alors, on va voir le métabolisme de ces facteurs. Je vais faire ensuite les étiologies. D'accord? Donc, métabolisme du folate, les apports, surtout les légumes verts frais, les fruits secs, les céréales, les jaunes d'œufs et les bactéries intestinales. Les besoins quotidiens sont de 100 à 200 microgrammes par jour. L'absorption, elle est duodéno-jejunale. Les réserves, surtout hépatiques, de 10 à 15 mg. Donc, ces réserves, maximum de 4 mois. C'est la durée des réserves, elle est faible. D'accord? Dans le plasma, la forme active, c'est le 5-méthyltétrahydrofolate. Dans les cellules tissulaires, c'est le tétrahydrofolate. D'accord? Donc, les apports, surtout les légumes verts, les fruits secs. Alors, on a les apports pour vérifier le régime alimentaire du malade. D'accord? C'est pour ça que la carence en fer. D'accord? Les besoins, là, on a les besoins. Quels des terrains ont des besoins accrus? D'accord? Par exemple, chez la femme enceinte, le nourrisson, les besoins en folate sont accrus. L'absorption, pour vérifier ensuite les étiologies, si on a une malabsorption ou non. Les réserves, surtout hépatiques. L'intérêt des réserves, c'est la durée de 4 mois. C'est une petite période. D'accord? Donc, le métabolisme de la vitamine B12, il y a la vitamine B12 ou bien il y a les cobalamines. Cobalamine, c'est le nom commercial du traitement. D'accord? Les apports, surtout les protéines animales, le foie, la viande de bœuf, le poisson. Les besoins quotidiens sont 3 microgrammes. Les réserves hépatiques, je pour la durée de réserve de la vitamine B12, c'est 3 à 5 ans. Son maximum par rapport à la vitamine B9. L'absorption. Donc, l'absorption de la vitamine B12, il y a plusieurs étapes. La première étape, la dissociation de la vitamine B12 des protéines alimentaires par l'acidité gastrique. Ensuite, la vitamine B12 qui est libérée par l'acidité gastrique, elle va être liée aux protéines R, ou les lactocorine. Ensuite, lactocorine, elle va le transporter vers les sécrétions pancréatiques. Il va être libéré. D'accord? Ensuite, après la libération, la vitamine B12, elle va lier au facteur intrinsèque. Il va être absorbé au niveau de l'ilion terminal. Donc, dans le sang, la vitamine B12 est transportée par la transcobalamine 2. Alors, peut-être comme les étapes de l'absorption de la vitamine B12. Donc, quand il y a un déficit sur une étape, on va voir une mal-absorption. Si on a un problème gastrique, on va la dissociation. D'accord? Si on a un problème pancréatique, mais qu'est-ce la deuxième dissociation? Si on a un problème fluvion, par exemple, terminal, on n'a pas d'absorption. C'est-à-dire le cycle d'absorption de l'estomac est l'ilion. D'accord ou non? Si un des maillons est interrompu, donc on a une mal-absorption. D'accord ou non? Faites-vous l'absorption de la vitamine B12. La physiopathologie. Où est le rôle des facteurs antipernicieux? Donc, le déficit en facteurs antipernicieux, la vitamine B12 et la B9 entrent de la synthèse de l'ADN. Donc, on a un défaut de la vitamine B12 et la B9, on va faire un ralentissement de la multiplication cellulaire. C'est pour ça qu'on a, surtout sur le tissu hématopoïétique, et les tissus à renouvellement rapide. On a un défaut d'ADN et un défaut de multiplication. C'est pour ça la cellule, elle est mégaloblastique. D'accord? Qu'il y a un retard de division. Défaut dans la carence en fer ou la B9, on a un ralentissement des métoses. C'est pour ça que je ai les cellules de grande taille. D'accord? Soit la moelle, soit en périphérie. Surtout la multiplication, le tissu hématopoïétique, c'est l'anémie par carence en vitamine B9 et B12. Il y a surtout des digestifs. Pourquoi digestif? Chaque fois que l'anémie périphérique, l'anémie mégaloblastique, puisque c'est un tissu à renouvellement rapide. C'est-à-dire qu'il y a un défaut de multiplication. Le deuxième mécanisme physiopathologique, donc la vitamine B12,
indispensable à la synthèse de la méthionine à partir de l'hémocystéine. La méthionine, elle entre dans la synthèse du gain de myéline. C'est pour ça qu'on a les troubles neurologiques, la carence en bidose. D'accord? C'est-à-dire qu'ils font la physiopathie, font le tableau clinique. On a un retentissement sur l'hématopoïèse et les tissus à renouvellement rapide, surtout digestif. Donc, on a les signes hématologiques, c'est l'anémie, les signes digestifs et les signes neurologiques. Parce qu'on a des défaut de synthèse de gain de myéline. Alors, le tableau clinique, mais la physiopathie, je vais dire. Donc, هذا le retentissement sur la moelle osseuse. واش نلقاو mégaloblastes, anémie macrocytaire sur la FNS. نلقاو les granuleux de grande taille. D'accord, la ligne granuleuse, c'est la granulopoïèse, c'est-à-dire les globules blancs. نلقاو les mégacaryocytes de grande taille, c'est pour ça que la périphérie est la thrombopénie. D'accord, le tableau clinique, نلقاو pancytopénie. On a un problème de division. D'accord, c'est pour ça que les trois lignes sont touchées. On a anémie, leucopénie et thrombopénie. C'est une pancytopénie. Sur les cellules des muqueuses, surtout digestives, la glossite, les troubles digestifs, urogénital, c'est l'infection et l'infertilité. Clair ou non? Donc, le diagnostic clinique, on a la physiopathologie, on a retentissement hématologique, retentissement digestif et retentissement neurologique. Le tableau clinique, le syndrome anémique d'installation progressive, c'est une anémie pernicieuse, profonde et souvent bien tolérée. Des signes de type pâleur, asthénie, dyspnée d'effort, tachycardie. C'est le syndrome anémique. Donc, le syndrome digestif, la glossite de Hunter, c'est une atteinte spécifique de la langue, évoluant en deux phases. Inflammatoire, la langue elle est lisse, algique. Ensuite, elle est atrophique, vernissée. D'accord, la carence en bidose, la glossite de Hunter. Les épigastralgies, la dyspepsie. Les troubles du transit, les nausées, les vomissements, diarrhée, précédant de quelques mois, l'anémie. Le tableau clinique fait le syndrome anémique, un syndrome digestif, puisqu'il y a un retentissement sur le tissu à renouvellement rapide, surtout digestif. Et on a la vitamine B12. La vitamine B12, on a un syndrome neurologique, puisque la vitamine B12, elle entre dans la synthèse des gains de myéline. On a le syndrome neuro-anémique ou la sensitivo-moteur. C'est la sclérose combinée de la moelle, spécifique d'un déficit en B12. Le BNF ما فيهاش un syndrome neurologique. D'accord? BNF ما فيهاش un syndrome neurologique. Il y a un syndrome coordonal postérieur, trouble de la sensibilité profonde, d'hyparesthésie, aréflexie, ataxie, sensibilité au diapason. Un syndrome pyramidal, paralysie parasitique 4 membres, paraplégie, aggravation, si traitement par folate lors d'une carence en B12. On a les troubles neuropsychiatriques, les troubles mnésiques, un syndrome dépressif, les hallucinations et la somnolence. Donc la carence en B12, c'est la paraplégie, malgré que c'est une vitamine. D'accord ou là, non? Donc le tableau clinique de déficit en facteur antipernicieux, il est simple. Il dit que le malade a une anémie, syndrome anémique de degré variable, quadricone sévère, quadricone modéré. Un des signes digestifs, un des signes neurologiques. Golgi, une carence en facteur antipernicieux. Avec quelle suspicion? On n'a pas confirmé. Comment on va confirmer le diagnostic? D'autres manifestations, c'est-à-dire rares. Donc, le diagnostic, on va demander un hémogramme, c'est-à-dire former une numération sanguine et un frottis. D'accord? On va confirmer l'anémie. En fait, on va confirmer la carence. D'accord? Confirmer l'anémie, en fait, on va confirmer la carence. L'hémogramme, on va trouver une anémie inférieure toujours 12 grammes chez la femme, inférieure 13 grammes chez l'homme. C'est une anémie normochrome, c'est-à-dire le sixième-âge entre 32 et 36. C'est une anémie macrocytaire, c'est-à-dire le VGM supérieur à 100. C'est une anémie macrocytaire, c'est-à-dire le volume globulaire moyen supérieur à 100 femtolitres. C'est une anémie arogénérative, toujours les réticulocytes inférieurs à 120 000 éléments. Qui est arogénérative, c'est-à-dire elle est d'origine centrale. Puis ça, on a un problème central.
C'est un défaut de synthèse dans les précurseurs. D'accord. Leucopénie modérée, thrombopénie modérée. Sur le protéine, il y a anisocytose, poikilocytose, la polychromatophilie et les schizocytes. Il y a surtout les PNL hyper-segmentés, polynucléaires neutrophiles hyper-segmentés, qui m'a l'image en photo. Avec c'est une polynucléaire neutrophile hyper-segmentée. Où est-ce que hyper-segmenté? Le noyau تاعها hyper-segmenté. Normalement, le noyau تاع globule polynucléaire neutrophile il fait 3 lobes. D'accord. Qui نلقاو هكا نقولوا c'est une PNL hyper-segmentée. هذو les signes de la carence en facteur anti-pernicieux. Qui تلقاو في le frottis sanguin PNL hyper-segmenté, c'est un signe. Alors, كل des signes en faveur. On n'a pas encore confirmé le diagnostic. La carence en fer, on ne dit pas le milligramme. La carence en facteur anti-pernicieux, on dit le milligramme. Vous savez le milligramme? Le milligramme, c'est-à-dire c'est un geste, on dit la moelle osseuse, mais les os riches en moelle osseuse. D'accord. Il y a un trocas. Généralement, on dit rappel au début. Sinon, il y a un changement dans le programme. D'accord. Normalement, il y a un rappel, il y a un milligramme, hémogramme normal et pathologique. Cette année, il y a un changement important pour le programme. C'est pour ça, milligramme, c'est-à-dire on va faire une étude de la moelle osseuse. Un troca, la moelle osseuse, mais les os riches en moelle. Et le milligramme. Où est-ce que le milligramme? Les précurseurs des éléments figurés de sang. Les précurseurs des globules rouges, les précurseurs des globules blancs, ou les précurseurs des plaquettes. D'accord. Qui les précurseurs, c'est-à-dire les cellules les plus jeunes. Nous avons le sang, nous avons les cellules matures. D'accord. Nous avons les plaquettes, globules rouges, globules blancs. La moelle, nous avons le sang. Nous avons les précurseurs terre. D'accord. Donc, nous avons une moelle riche et bleue. Nous avons la dystrophie des autres lignes. La ligne blanche, c'est-à-dire la ligne granuleuse. Les myélocytes, métamyélocytes sont des précurseurs des globules blancs. D'accord. Myélocytes, métamyélocytes, les précurseurs des globules blancs. Un noyau rubané, qui m'a l'image. Monocytes géants. Les mégacaryocytes, c'est-à-dire les précurseurs des plaquettes, les gars hyper segmentés. Les gars 10 érythropoïètes, les gars la présence de mégaloblastes. C'est le signe le plus important. Les réjets ont le milligramme. C'est la mégaloblastose. فهمتوني ولا؟ La mégaloblastose هي اللي نديرو على جالها الميلوغرام. Sont des cellules de grande taille, cytoplasme basophile et bleuté. Donc témoignent d'un synchronisme de maturation nucléocytoplasmique. Donc noyau jeune avec cytoplasme hémoglobinique. هذيك c'est une mégaloblastose. شفتوها؟ هذه c'est une érythroblaste polychromatophile. هذه normale. هذه mégaloblastique. Je ne peux pas l'informer. On va comparer par rapport aux cellules normales. فهمتوا la moelle ولا médulogramme? C'est-à-dire la médulogramme, l'intérêt تاعو نحوسوا على les mégaloblastes. باش نقولوا c'est une anémie macrocytaire mégaloblastique. Donc on a confirmé l'anémie macrocytaire mégaloblastique. Donc on va confirmer la carence. La carence واش نديرو؟ نديرو soit نديرو les dosages vitaminiques. L'acide folique et la vitamine B12. Généralement c'est un dosage simple sur le sang. La carence folique, c'est le taux séré qui est inférieur à 4 mg par jour et le taux érythrocytaire inférieur à 150 mg par litre. La carence en B12, c'est le taux sérique inférieur à 200 picogrammes par millilitre. C'est-à-dire, j'ai suspecté une anémie, carence en facteur antipernicieux, le tableau clinique indique syndrome anémique, syndrome digestif, syndrome neurologique. De la formule, j'ai confirmé l'anémie normochrome macrocytaire arogénérative, d'autres le médulogramme dit la mégaloblastose. Donc, je suspecte, je vais confirmer le diagnostic, le dosage de l'acide folique, le dosage de la vitamine B12. Les pas, c'est une carence, par exemple en B12, c'est une carence en B9. Le bilan immunologique, alors on demande le bilan immunologique à la recherche des anticorps anti-muqueuses gastriques. Alors il faut faire les anticorps anti-muqueuses gastriques. Puisque la dissociation de la vitamine B12 des protéines alimentaires est se fait au niveau de l'estomac. Donc quand il y a un problème, jamais la vitamine B12 va être dissociée ou bien absorbée. D'accord? C'est la première étiologie à rechercher.
On va rechercher les anticorps antifacteurs intrinsèques dans le sérum et le liquide gastrique. On a deux types d'immunoglobulines. On a les anticorps bloquant la liaison B12 et facteur intrinsèque, c'est le type 1, et les anticorps précipitant le complexe B12 et facteur intrinsèque, c'est type 2. D'accord? Quand on a les anticorps antifacteurs intrinsèques, c'est-à-dire ces anticorps vont attaquer le facteur intrinsèque, jamais il y aura une absorption de la vitamine B12 au niveau de l'ilion terminal. On a le facteur intrinsèque, ensuite il y aura l'ilion. Quand on a des anticorps qui sont en train de dégrader ce facteur, on a une malabsorption de la vitamine B12. C'est-à-dire la malabsorption de la vitamine B12, il y a un problème gastrique, il y a un problème de facteur transporteur, il y a un problème de l'ilion terminal, c'est pour ça qu'on a malabsorption. Soit on dit le test thérapeutique, qui m'a donné à le faire. Soit on dit le dosage vitaminique, soit on dit le test thérapeutique. Le test thérapeutique, presque le même mécanisme. On met de la vitamine B12 à des doses physiologiques et on va voir la crise réticulocytaire entre le 3e et le 10e jour. D'accord ou là, non? Faites-vous ou là? J'ai le malade. Soit on donne le bilan biologique, c'est-à-dire le dosage de la vitamine B9 ou la B12, ou là, on le traitement directement. On met le B12, on chauffe la crise réticulocytaire entre le 3e et le 10e jour. Il a dit que la crise réticulocytaire positive, c'est une carence en B12. Il a dit que le B9 positif, c'est une carence en B9. On a confirmé le diagnostic. Clair ou non? Vous avez des questions? Donc, on va voir le diagnostic étiologique. Donc, la carence en B12, on a soit la carence d'apport, soit la carence d'absorption. Généralement, les pertes mettent sur la vitamine B12. D'accord? C'est soit carence d'apport, soit problème d'absorption. Les carences d'apport, c'est rare, c'est les personnes qui suivent le régime végétarien strict. La vitamine B12, elle est riche en viande, d'accord? Les personnes qui prennent un régime alimentaire végétarien strict, ils ont une carence en B12 par carence d'apport. L'étiologie principale de la carence en B12, c'est la malabsorption. Elle est soit d'origine gastrique ou bien d'origine intestinale. Soit un problème de l'estomac, soit un problème de l'ilion terminal. D'accord ou non? C'est le cas de la gastrectomie. D'accord? Les malades de gastrectomie, ils ont une carence en B12 à vie. Alors, quelle est la dissociation de la vitamine B12 sur l'estomac? D'accord? Les malades de gastrectomie, ils prennent la vitamine B12 injectable à vie. Même il y a que le médicament, mais avec la dissociation, mais quelle l'absorption? La maladie cœliaque, d'accord, qui est une maladie cœliaque, mais c'est une radiodyname. La maladie cœliaque, elle peut toucher tout l'intestin. Qui vous a l'ilion terminal. La maladie de Bierner, elle est une maladie auto-immune, il y a un facteur, les anticorps antifacteurs intrinsèques. La résection, la maladie de Crohn, alors la maladie de Crohn. L'ilion terminal, il y a une inflammation chronique, il y a un défaut d'absorption. Par exemple, les infections, la bactériocéphalose, des infections, et l'ilion terminal, c'est pour ça qu'on a un problème d'absorption. Et la résection iliade, les maladies de la résection iliade, et qui met la gastrectomie, on a un problème d'absorption à vie. Il faut me donner la vitamine B12 injectable. D'accord ou là, non? Donc, l'étiologie principale de la carence en B12, c'est la malabsorption, soit gastrique, soit intestinale. D'accord? ماجيك malade, vous confirmez la carence en B12, أول حاجة تحوسوا عليها. S'il a un problème gastrique ou un problème intestinal. D'accord? تحوسوا على malabsorption وين راهي. Allez, c'est la maladie de Biermer. La maladie de Biermer est la plus fréquente dans le monde. La maladie de Biermer, elle touche généralement la femme de 50 ans. C'est une maladie auto-immune. واش فيها نلقاو فيها فيتيليغو ميكس دام نلقاو une franche macrocytose, c'est-à-dire le VGM supérieur à 128 litres. Généralement, c'est les autres anticorps antifacteurs intrinsèques les rendent positifs. C'est-à-dire j'ai les malades, de carence en B12, qui ont de vitiligo, myxœdème, ont dosé les facteurs, les autres anticorps antifacteurs intrinsèques positifs, c'est la maladie de Biermer. La maladie de Biermer, la vitamine B12 à vie, injectable. D'accord? La vitamine B12 injectable à vie.
La vitamine B12 intramusculaire. L'injection. Donc la carence folique, les étapes de métabolisme, on a les besoins surtout accrus, c'est la grossesse, l'allaitement, les myoplasies, la régénération médulaire et les infections. Les pertes accrues, surtout les malades hémodialysés, le défaut d'absorption et la diminution des apports, donc c'est l'éthylisme. La malabsorption digestive, c'est le même cas, c'est la gastrectomie, maladie de Crohn et l'alimentation parentérale. Et on a l'absorption de la vitamine B9, surtout, c'est intestinal, d'accord. Toutes les étiologies intestinales peuvent donner une carence en fer. Carence en acide folique. La carence en acide folique, l'étiologie principale, c'est les besoins accrus. On a les réserves 4 mois, d'accord. C'est-à-dire la durée d'effondrement, elle est rapide. L'étiologie la plus fréquente, c'est les besoins accrus. C'est-à-dire le malade 4 mois, il va perdre les réserves. Là, je m'appelle la supplémentation. D'accord ou là, non? Vous avez des questions? Donc, le diagnostic différentiel, c'est l'anémie macrocytaire non carentielle. C'est l'alcool, les malades buveurs d'alcool qui ont une macrocytose, la formule. D'accord. La cirrhose hépatique, l'aplasie médulaire. L'aplasie médulaire qui fait le diagnostic différentiel, c'est le médulogramme. La carence en facteur antipernicieux, la mégaloblastose, l'aplasie, les étiologies toxiques ou médicamenteuses, la myélodysplasie, l'hypothyroïdie et les anémies hémolytiques acquises et anémies post-hémorragiques. هذول لقاو فيهم كل فيجيال ماكروسيتاire ما همش des anémies carentielles. فهمتوني ولا؟ Le traitement, le but du traitement de la carence en facteur antipernicieux, c'est corriger l'anémie et les réserves. Toujours l'anémie, ensuite les réserves. Traiter l'étiologie si possible. Toujours commencer par la vitamine B12, d'accord, pour éviter le piège des folates. Donc les armes thérapeutiques, on a la transfusion sanguine, c'est la tolérance de l'anémie. La vitamine B12, c'est la hydroxycobalamine, ce sont des ampoules de sang et 10 000 microgrammes sont des injections IM. D'accord, l'injection, me donne une injection 3 fois par semaine jusqu'à correction de l'anémie. D'accord, 3 injections par semaine en IM jusqu'à correction de l'anémie. Là, maintenant, j'ai une durée de traitement. Tel qu'il corrige le malade l'anémie, on va ensuite espacer les injections. On a corrigé l'anémie, on va corriger les réserves. Le traitement d'entretien, c'est pour corriger les réserves. On me donne une injection par mois à vie. C'est malabsorption. La malabsorption, par exemple, la gastrectomie, la résection iliaque et la maladie de Bierner. Alors, nous donnons vitamine B12 à vie. D'accord? Puisqu'il y a un problème de malabsorption. Donc, quand il y a un malade qui a des troubles neurologiques, nous donnons une injection par jour jusqu'à la stabilisation des troubles neurologiques. D'accord? Malade a des troubles neurologiques, mais il y a un malade qui a un malade qui a un nous donnons 3 injections par semaine. Ensuite, nous donnons l'entretien une injection par mois. Malade a des troubles neurologiques, par exemple, les gigots comme des paralysés, des paralysés. On va donner une injection par jour jusqu'à stabilisation des lésions. Soit régression, soit stabilisation. C'est-à-dire pas d'aggravation des troubles neurologiques. La fibroscopie digestive gastrique de surveillance tous les 3 ans. Alors, ouais. La maladie de Bierner, c'est une inflammation chronique dans l'évolution de temps, elle va donner des cancers digestifs. Il faut surveiller la fibrose chaque 3 ans. Risque augmenté de cancer gastrique. D'accord? Donc, l'acide folique, la B9, sont des comprimés 5 mg par oral ou bien des injections de 5 à 50 mg. Pendant 5 à 15 mg par jour pendant 2 mois. D'accord? Le traitement préventif chez la femme enceinte est dans les anémies hémolytiques chroniques. Alors, les anémies hémolytiques chroniques de la vitamine B9, puisqu'il y a une régénération active. C'est-à-dire le corps, il va, et les besoins accrus. Alors, les besoins accrus. Il y a une régénération importante, c'est-à-dire l'érythropoïèse, elle va demander encore de la vitamine B9. Surtout, les réserves sont de 4 mois. D'accord? La surveillance du traitement. Si les crises réticulocytaires entre 4 et 6e jour, le taux de globules blancs et les plaquettes va se normaliser entre G3 et G6. Le taux de l'hémoglobine entre 1 mois et 2 mois. La moelle est normale en 48 heures.
mais les PN hypersegmentés, alors que je fais le frottis sanguin, restent pendant plusieurs semaines. Allez, la surveillance théorique, mais la surveillance pratique, généralement on met de le traitement, à moins de chauffer le malade. Il a corrigé, on va espacer les injections. Il n'a pas corrigé, garder 3 injections par semaine jusqu'à correction. Ensuite, qui me corrige l'anémie, on dit l'entretien pour corriger les réserves. Là, on a une durée bien fixe, ça dépend de la réponse du malade. Donc, le malade a des troubles neurologiques, on va le traiter autrement, une injection par jour, même corriger l'anémie. On ne puisqu'il a des troubles neurologiques à stabiliser. D'accord? C'est-à-dire que quand le malade a des troubles neurologiques, on n'a pas ciblé l'anémie, on va cibler les troubles neurologiques. On traite jusqu'à régression ou bien stabilisation du trouble neurologique. Et corriger l'anémie, on jusqu'à stabilisation du trouble neurologique. Les troubles neurologiques, comme les cellules neurologiques, عندهم une durée de vie, ما كاش la régénération. Toute cellule va mourir, ما كاش le renouvellement. C'est-à-dire هذو les séquelles قادر يكونوا définitifs. D'accord, قادر المرض عنده par exemple parésie ولا تقعد له à vie puisque elle est irréversible. Vous avez des questions? Non.